Je vais vous révéler quelque chose que l'on ne vous a jamais dit dans aucun livre de développement personnel, et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi tout ce qu'on vous a appris sur l'amour est précisément ce qui vous a empêché d'en recevoir. Voilà, c'est dit. Et je sais que ça fait un peu mal là tout de suite, hein, c'est normal. La vérité a souvent ce petit goût amer avant de devenir libératrice. Bonjour, je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des femmes et des hommes dans les cabinets, dans les hôpitaux, dans les salles de conférence. Et s'il y a une chose que j'ai apprise une seule, si on me forçait à choisir, c'est celle-ci: la personne qui court après l'amour ne reçoit presque jamais d'amour, elle reçoit de la pitié ou de l'indifférence. Jamais les deux choses vraiment confondues dans quelque chose qui ressemble à un amour réciproque et sain. Alors voilà ce que je vous propose. Abonnez-vous maintenant si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui mérite d'être revisité plusieurs fois. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, vous rendre compte après coup que vous étiez en train de courir après quelqu'un qui ne faisait même pas un pas vers vous. Écrivez simplement oui. Ça m'aidera à savoir qu'on est sur la même longueur d'onde. De quoi allons-nous parler exactement? Pas de séduction au sens de manipulation ou de jeu de pouvoir, non. Nous allons parler de quelque chose de bien plus fondamental: l'estime de soi en amour. Pourquoi certaines personnes attirent naturellement l'attention, l'affection, le respect, sans rien forcer, pendant que d'autres s'épuisent à envoyer des messages qui restent lus sans réponse, à se contorsionner pour plaire, à se demander en permanence s'ils pensent encore à elles? La réponse n'est pas là où vous croyez. Ce n'est pas une question de beauté physique, ni d'âge, ni de statut social. J'ai vu des femmes extraordinaires, brillantes, rayonnantes, qui répétaient ce schéma destructeur à 50 ans comme elles le faisaient à 25. Et j'ai vu des femmes qui n'avaient rien de conventionnellement séduisant créer des relations profondes, stables, vivantes. La différence, elle se passe entièrement dans la tête. Prenez une grande inspiration, parce qu'on va aller loin aujourd'hui. Permettez-moi de vous parler de Nathalie, 52 ans, cadre dans une grande entreprise parisienne, 2 enfants adultes, une vie extérieure qui ressemble à une réussite. Nathalie est venue me consulter après une séparation douloureuse. Son compagnon de 2 ans venait de la quitter pour quelqu'un de moins compliqué, selon ses propres mots. Et ce qui m'a frappé dès le premier entretien, ce n'est pas la tristesse de Nathalie. La tristesse est normale, saine, attendue. C'est autre chose que j'ai vu dans ses yeux, une espèce de honte sourde, difficile à nommer. Je savais que quelque chose n'allait pas, m'a-t-elle dit. Je le sentais depuis 6 mois. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour le retenir. Je l'appelais plus souvent, je proposais des activités, je me faisais plus douce, plus disponible, plus légère, j'ai même acheté de nouveaux vêtements. Je l'ai regardé et j'ai demandé doucement: et qu'est-ce que tout ça a produit chez lui? Elle a mis 3 secondes avant de répondre. Il s'est éloigné encore davantage. Évidemment. Parce que ce que Nathalie faisait et ce que font des milliers de femmes dans cette même situation, c'est envoyer, malgré elle, un signal très clair au cerveau de l'autre. Un signal qui dit: je me sens moins que toi, tu as le pouvoir sur cette relation, tu es la ressource rare, et moi, je suis celle qui s'adapte. C'est un signal d'insécurité émotionnelle, et l'insécurité, contrairement à ce qu'on imagine, ne crée pas de l'attachement chez quelqu'un qui n'est déjà pas solidement ancré. Elle crée de la fuite. Voilà le premier grand paradoxe de l'amour moderne. Et j'insiste là-dessus parce que c'est contre-intuitif. Plus vous essayez activement de capter l'attention de quelqu'un, moins vous en recevez, non pas parce que cet individu est cruel, parfois oui, mais ce n'est pas le cas général, mais parce que le comportement de poursuite lui-même modifie la dynamique relationnelle de manière fondamentale. Sur le plan neurologique, voici ce qui se passe. Quand quelqu'un vous poursuit,
le cerveau de celui qui est poursuivi libère moins de dopamine en réponse à la présence de cette personne. Pourquoi? Parce que la dopamine est un neurotransmetteur du désir anticipatoire. Elle est déclenchée par l'incertitude agréable, par le manque d'oser, par l'attente de quelque chose qu'on n'est pas sûr d'obtenir. Quand tout est acquis, quand l'autre est toujours là, toujours disponible, toujours en train de s'adapter à vous, il n'y a plus d'anticipation, plus de tension productive. Le cerveau se désintéresse. Je sais ce que certaines d'entre vous pensent en ce moment. Si je dois jouer à me faire désirer, faire semblant d'être indifférente, c'est de la manipulation. Et moi, je ne veux pas manipuler. C'est une objection totalement légitime. Et voilà pourquoi la réponse à tout ça n'est pas la manipulation, c'est l'authenticité radicale. Ce n'est pas feindre l'indifférence, c'est vraiment avoir une vie qui vous importe. C'est pas calculer vos messages pour paraître moins disponible, c'est réellement avoir d'autres choses importantes que cette relation. La nuance est immense. Elle change tout. Pour comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites en amour, pourquoi vous courez, pourquoi vous vous effacez, et pourquoi vous restez parfois dans des situations qui vous coûtent cher, il faut remonter très loin, pas votre dernière relation, beaucoup plus loin. John Bowlby, psychiatre britannique que j'admire profondément, a posé les bases de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement dans les années 50. L'idée centrale est simple, la manière dont nous apprenons à nous attacher aux autres, à nos parents d'abord, puis à nos partenaires, forge des schémas qui fonctionnent comme des empreintes neurologiques, des autoroutes dans le cerveau. Si enfant, vous avez eu un parent imprévisible, parfois chaleureux, parfois distant ou indisponible, votre cerveau a appris une équation très précise. L'amour est quelque chose qu'on doit gagner, surveiller, ne jamais tenir pour acquis. Vous avez développé ce qu'on appelle un attachement anxieux et la caractéristique principale de l'attachement anxieux, c'est l'hypervigilance relationnelle. Vous scrutez les signes, vous interprétez les silences, vous vous épuisez à maintenir un lien qui semble toujours sur le point de se rompre. Posez-vous vraiment cette question maintenant. Dans votre première grande relation amoureuse, est-ce que vous aviez davantage peur d'être abandonné ou d'étouffer l'autre? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un diagnostic. La peur de l'abandon caractérise l'attachement anxieux. La peur d'étouffer ou d'être enfermé caractérise l'attachement évitant. Et la peur des deux à la fois, ce qu'on appelle l'attachement désorganisé, est la forme la plus complexe, souvent liée à des expériences traumatiques dans l'enfance. Ce qui est extraordinaire et rassurant, c'est que ces styles d'attachement ne sont pas des condamnations à vie. Le cerveau est neuroplastique. Il se réorganise. J'ai accompagné des femmes de 58 ans qui ont totalement transformé leur façon d'aimer après un travail sérieux sur elles-mêmes. Pas en 6 semaines, non, ne vendons pas du rêve. Mais en quelques années de travail régulier, de prise de conscience et de pratique, oui, absolument. Et certains changements peuvent survenir bien plus vite qu'on ne l'imagine à partir du moment où on comprend les mécanismes en jeu. Revenons à Nathalie. Lors de notre deuxième séance, nous avons exploré son enfance. Son père était un homme brillant, attentionné par éclat, mais souvent absent, pris dans son travail, parfois froid sans raison apparente. Sa mère compensait en étant fusionnelle. Et Nathalie avait appris très tôt que pour avoir l'attention de son père, il fallait être parfaite, ne pas déranger, se faire petite ou au contraire se faire extraordinairement présente selon les moments. Ce n'était pas la faute de son père, c'était simplement ce qu'elle avait absorbé. Et à 52 ans, elle reproduisait exactement cette danse avec ses partenaires amoureux. Quand j'ai fait ce lien devant elle, elle a regardé par la fenêtre un long moment, puis elle a dit « Je collectionne les hommes comme mon père. » Je ne l'aurais pas dit mieux,
Il y a une image que j'utilise souvent en consultation et qui fait toujours son effet, le colibri. Vous savez, ce petit oiseau qui bat des ailes à une vitesse folle, 70 battements par seconde, juste pour rester sur place, il dépense une énergie phénoménale pour ne pas bouger. C'est exactement ce que fait une personne en mode poursuite amoureuse. Une agitation frénétique pour maintenir un lien qui fondamentalement ne bouge pas dans la bonne direction. Et le pire dans cette métaphore, c'est que le colibri doit manger constamment pour compenser cette dépense énergétique. En termes relationnels, ça donne quoi? Vous avez constamment besoin de signaux de réassurance. Un like sur vos photos, un message le matin, un regard d'une certaine façon. Sans ces microdoses de validation, l'anxiété remonte. Vous vérifiez votre téléphone, vous relisez sa dernière phrase pour trouver une nuance que vous auriez manquée, vous en parlez à vos amis pendant 2 heures. C'est épuisant pour vous. Et je dis ça avec toute la bienveillance possible, c'est souvent épuisant pour l'autre aussi. Il y a un concept fascinant en psychologie cognitive qu'on appelle le biais de confirmation. Notre cerveau, quand il est dans un état d'anxiété relationnelle, ne cherche plus d'informations neutres sur l'autre. Il cherche des confirmations de ce qu'il craint déjà. Si vous avez peur qu'il ne vous aime plus, vous interprétez chaque silence comme un recul, chaque réponse courte comme un désintérêt. Vous ne voyez plus la réalité, vous voyez la projection de votre peur. Et sur cette projection, vous construisez des comportements qui souvent provoquent exactement ce que vous craignez. Les psychologues appellent ça une prophétie auto-réalisatrice. Je préfère l'appeler un programme inconscient exécuté en boucle. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'on peut reprogrammer. Pas en niant les émotions, pas en se forçant à positiver, cette injonction au bonheur permanent qui me hérisse le poil, mais en comprenant le mécanisme et en l'interrompant consciemment. Comment? Nous y venons. Mais d'abord, permettez-moi de vous parler de quelque chose que j'appelle l'attraction de la présence ancrée. Dans ma carrière, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes qui semblent naturellement générer de l'attention, de la fascination, de l'attachement, sans rien forcer, sans jouer, sans stratégie consciente. Ce ne sont pas nécessairement les plus belles, les plus drôles ou les plus accomplies. Ce sont des personnes qui partagent une qualité rare. Elles sont profondément présentes à elles-mêmes. Permettez-moi de vous parler de Sylvie. 60 ans, 2 divorces, grand-mère depuis peu. Sylvie avait traversé une dépression sévère à 45 ans, ce que j'appelle parfois les grandes crises révélatrices, et en était ressortie transformée. Quand je l'ai rencontrée lors d'une conférence, c'est la première chose que j'ai remarquée, une qualité de présence singulière. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle était là simplement, pleinement. Les gens gravitaient autour d'elle naturellement. À 45 ans, m'a-t-elle expliqué, j'ai compris quelque chose qui m'a changé de fond en comble. J'attendais depuis toujours qu'un homme me donne la permission d'exister, la permission d'être intéressante, désirable, valable. Et un matin, après ma dépression, je me suis levé et j'ai décidé de ne plus attendre cette permission. Pas de l'extérieur. Jamais. Ce moment de bascule, cette décision de ne plus chercher à l'extérieur, ce qui ne peut venir que de l'intérieur, c'est le pivot de tout. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Voici la question qui dérange. Si vous retirez de votre vie cette relation, cet homme, cette attente, qu'est-ce qui vous reste de vous-même? Qu'est-ce qui constitue votre vie propre, indépendante, vivante? Je ne pose pas cette question pour faire mal, je la pose parce que votre réponse va déterminer toute la suite de notre conversation. Parce que si votre réponse honnête est pas grand-chose, et je connais des femmes brillantes, cultivées, actives professionnellement, pour qui la réponse émotionnelle à cette question est effectivement pas grand-chose. Alors on a identifié le vrai problème. Ce n'est pas lui, ce n'est pas cette relation. C'est un problème de soi. L'estime de soi en amour, c'est d'abord et avant tout votre capacité à vous aimer vous-même indépendamment du regard de l'autre. Ça paraît une évidence quand on l'énonce comme ça, mais dans la pratique,
La grande majorité des personnes que je reçois ont une estime de soi qui ressemble à un thermomètre émotionnel réglé sur le comportement d'autrui. Quand l'autre est présent et chaleureux, elles se sentent bien. Quand il est froid ou absent, elles s'effondrent. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Et la dépendance affective, pour être tout à fait direct, n'attire pas l'amour, elle attire soit des individus qui ont besoin de se sentir nécessaires, soit des individus qui fuient dès qu'ils sentent le poids de votre attente. Vous m'entendez parfois utiliser l'expression amour rationnel et je vois souvent des sourcils se lever. L'amour rationnel, mais Christophe, l'amour c'est la passion, c'est le désordre, c'est ne pas dormir la nuit en pensant à l'autre. Très bien. Permettez-moi de vous poser une question directe. Cette passion désordonnée, ces nuits sans sommeil, cette fièvre constante, qu'est-ce qu'elles vous ont donné concrètement dans les 5 ou 10 dernières années? Bonheur durable, sécurité, épanouissement, ou plutôt cycle de fièvre et de vide, quelques moments intenses suivis de longues périodes de souffrance silencieuse. Je ne dis pas que les émotions n'ont pas de place dans l'amour, bien au contraire, elles en sont la chair, mais l'amour rationnel, c'est l'alliance entre l'émotion vivante et la lucidité cognitive. C'est savoir faire la différence entre l'attrait et la compatibilité. Entre l'intensité des débuts dopamine, noradrénaline, tout ce cocktail neurochimique qui dure en moyenne entre 10 à 8 et 36 mois et la profondeur d'une relation qui tient dans le temps. Des neuroscientifiques comme Helen Fisher ont cartographié le cerveau amoureux avec précision. Les premières phases de l'attirance ressemblent neurologiquement à un état de légère obsession compulsive. Les niveaux de sérotonine chutent, exactement comme dans certains troubles anxieux. L'autre envahit la pensée de façon compulsive. Ce n'est pas de l'amour profond, c'est votre cerveau en mode survie reproductive qui court-circuite votre cortex préfrontal. C'est fascinant. C'est nécessaire pour créer le lien. Mais le confondre avec de l'amour véritable est une erreur que je vois payer très cher à beaucoup de gens. L'amour rationnel, c'est quelqu'un qui vous choisit tous les matins, pas seulement dans l'ivresse des débuts. C'est quelqu'un dont les actes sont cohérents avec les mots. C'est une relation dans laquelle vous n'avez pas besoin de vous transformer en détective pour décrypter ses intentions. Et c'est aussi voilà la partie qui dérange une relation à laquelle vous participez avec une personne qui a autant d'estime pour vous que vous en avez pour elle. Si vous êtes à 80% d'investissement émotionnel et lui à 20%, ce n'est pas une relation asymétrique récupérable avec plus de communication. C'est une relation avec un déséquilibre fondamental qu'aucune conversation ne résoudra si l'un des deux ne veut pas se déplacer. Et maintenant, la partie cruelle, souvent, cet homme qui n'avance pas ne vous fait pas de mal volontairement, il est simplement là où il est, ni prêt, ni disponible, ni capable dans ce moment de sa vie de vous donner ce que vous méritez. Ce n'est pas sa faute. Mais ce n'est pas non plus une raison de rester. Ce que j'appelle désapparaître pour mieux réapparaître n'est pas une stratégie de manipulation. C'est un retrait authentique, motivé par le respect de soi. C'est décider consciemment de réinvestir dans votre propre vie l'énergie que vous dépensiez à courir après l'attention d'une personne qui ne vous la rendait pas. Quand vous faites ça vraiment, pas en faisant semblant tout en guettant sa réaction, plusieurs choses se produisent en parallèle. Premièrement, votre état intérieur change, vous commencez à exister pour vous-même plutôt que dans le miroir de l'autre. Deuxièmement, et c'est là que le monde devient un peu ironique, les personnes qui avaient l'habitude de votre disponibilité inconditionnelle remarquent quelque chose. Un vide là où vous étiez, et certains, pas tous, soyons honnêtes, commencent à se demander pourquoi vous n'êtes plus là. Mais je le répète, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est vous, pas lui, vous. J'ai eu une patiente, appelons-la Marguerite, 61 ans, retraitée
de l'enseignement qui est venu me voir après une relation difficile de 3 ans avec un homme charmant mais fondamentalement non disponible émotionnellement. Le type classique du séducteur qui donne juste assez pour maintenir l'espoir et retient juste assez pour éviter tout vrai engagement. Quand Marguerite a décidé d'arrêter de courir vraiment, pas tactiquement, elle m'a dit quelque chose que je n'oublie pas, j'ai réalisé que je n'avais plus le temps. Pas dans le sens négatif, dans le sens que ma vie mérite d'être vécue maintenant pleinement, que cet homme soit dedans ou pas. 6 mois plus tard, elle avait repris la peinture, une passion abandonnée 20 ans auparavant. Elle voyageait seule, elle avait retrouvé des amis, et, ironie douce du destin, l'homme en question a commencé à lui envoyer des messages qui ressemblaient à des regrets. Marguerite a regardé ces messages, les a relus une fois et a répondu « Je te souhaite tout le meilleur ». C'est pas une victoire sur lui, c'est une victoire sur la version d'elle-même qui n'osait pas s'appartenir. Il serait trop simple de dire « aimez-vous davantage » et de laisser les gens se débrouiller avec ça. C'est le genre de conseil qu'on lit partout et qui ne change rien parce qu'il ne touche pas au mécanisme réel. Alors allons plus loin. Il y a des biais cognitifs très précis qui alimentent le comportement de poursuite. Je vais vous en donner 3, les 3 que je rencontre le plus fréquemment avec, pour chacun, une façon de le neutraliser. Le premier s'appelle le biais du coût irrécupérable ou, dans le langage populaire, le « j'ai trop investi pour partir ». Vous avez passé 2 ans avec quelqu'un, vous avez fait des sacrifices, vous avez refusé d'autres opportunités, vous vous dites « si je pars maintenant, tout ça n'aura servi à rien », et donc vous restez et vous investissez encore davantage pour que ça finisse par valoir quelque chose. C'est exactement le raisonnement du joueur qui perd de l'argent au casino et continue à jouer pour récupérer ses pertes. L'argent déjà misé ne peut pas être récupéré en misant davantage. Ce sont 2 comptes séparés. Ce que vous avez déjà donné dans une relation ne justifie pas de continuer à donner quand cette relation ne vous nourrit plus. Voici la question pour interrompre ce biais. Si vous rencontriez aujourd'hui pour la première fois la situation exacte dans laquelle vous êtes, avec cet homme tel qu'il est aujourd'hui et non tel que vous espériez qu'il serait, est-ce que vous diriez oui? Si la réponse est non, et pour beaucoup d'entre vous, cette question va faire l'effet d'une douche froide, alors la vraie question n'est pas comment le regagner, mais pourquoi est-ce que je reste? Le deuxième biais, c'est la pensée magique amoureuse. Il a du potentiel, il pourrait être différent. Je sens que si j'arrive à créer les bonnes conditions, si j'agis différemment, si je suis plus patiente, plus compréhensive, plus quelque chose, ça va changer. Ma chère amie, voilà la vérité clinique sur ce sujet. Les gens changent. Oui, mais ils changent quand ils veulent changer, pour eux-mêmes, motivés par leurs propres raisons. Pas parce que vous les aimez suffisamment fort, pas parce que vous l'avez mérité, la capacité émotionnelle d'un individu n'est pas débloquée par la persévérance de l'autre. Si c'était le cas, toutes les femmes aux 12 yeux compréhensifs auraient des conjoints métamorphosés. C'est pas ce que j'observe. Le troisième biais et peut être le plus insidieux, la peur de la singularité. En d'autres termes, la conviction souvent inconsciente que si vous n'êtes pas en relation, vous êtes incomplète, moins valable, que le regard d'un homme sur vous valide votre existence, que votre vie seule n'est qu'une antichambre de votre vraie vie à 2. Cette croyance est culturelle, elle est ancienne, elle a été renforcée par des décennies de films romantiques, de contes de fées et de questions d'anniversaire du type « alors, tu n'as toujours pas trouvé quelqu'un ». Elle est aussi parfaitement fausse et dangereuse, parce qu'une femme qui croit qu'elle n'est rien sans un homme sera toujours prête à accepter n'importe quoi pour ne pas être rien. Revenons à la neuroplasticité, ce mot magique qui donne de l'espoir sans être naïf. Le cerveau se réorganise tout au long de la vie. Ce qui a été appris peut être désappris, ou plutôt, c'est plus précis, de nouveaux circuits peuvent être créés qui viennent concurrencer les anciens schémas. L'attachement sécure, au fond, c'est la conviction intérieure, pas intellectuelle, mais viscérale, que vous méritez d'être aimé,
que l'amour n'est pas une ressource rare qu'il faut arracher et que même si une relation particulière ne dure pas, votre valeur ne diminue pas d'un gramme, cette conviction ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et elle se construit à travers des expériences répétées de relations avec vous-même, comment vous vous parlez quand vous faites une erreur, comment vous traitez votre corps, comment vous répondez à vos propres besoins, avec quelle qualité d'attention vous vous écoutez vous-même. Je dis souvent à mes patients quelque chose qui les surprend au début. La qualité de vos relations amoureuses est le reflet fidèle de votre relation avec vous-même, pas dans le sens puritain ou moralisateur. Dans le sens clinique, observable, répétable, les personnes qui se traitent avec respect, curiosité et bienveillance ont statistiquement des relations plus équilibrées. Pas parfaites, l'amour parfait n'existe pas et ne m'intéresse pas, mais équilibré, réciproque, vrai. Je pense à Isabelle, 55 ans, qui est venue me voir après avoir passé 15 ans dans une relation avec un homme qui la dévalorisait subtilement. Jamais de violence, jamais d'insultes franches, mais une façon constante de minimiser ses opinions, de réduire ses enthousiasmes. Elle avait tellement intégré ce regard extérieur qu'elle n'arrivait plus à distinguer ses propres pensées des jugements qu'il portait sur elle. Le travail thérapeutique avec Isabelle a été, pendant de longs mois, un travail de retour à elle-même, retrouver sa voix, reconnaître ses désirs, tolérer d'avoir des opinions qui ne plaisent pas à tout le monde, et quand elle a commencé à se tenir droite à l'intérieur, je ne parle pas de posture physique, mais d'une posture psychique, quelque chose a radicalement changé dans la façon dont les gens se comportaient avec elle. Ce phénomène a un nom dans la littérature psychologique, l'effet de la congruence interne. Quand vos pensées, vos émotions et vos comportements sont alignés avec vos valeurs profondes, vous émettez un signal de cohérence que les autres ressentent, même inconsciemment. Ce n'est pas de la magie. C'est de la communication non verbale à un niveau très subtil. Et ce signal-là est infiniment plus attirant que n'importe quelle stratégie de séduction apprise dans un livre. Permettez-moi maintenant de vous proposer un exercice simple mais puissant que je propose souvent en consultation. Choisissez une phrase, une seule, courte, vraie, qui dit quelque chose d'essentiel sur qui vous êtes, pas ce que vous voudriez être, ce que vous êtes réellement, au fond. Quelque chose de positif, ancré dans une expérience concrète de vous-même. Je suis quelqu'un qui sait prendre soin des autres et qui mérite d'en recevoir en retour. Ou encore, j'ai traversé des choses difficiles et je suis encore debout. Ou bien, j'ai un regard sur le monde qui a de la valeur. Répétez cette phrase chaque matin, pas comme une incantation magique, mais comme un ancrage. Une façon de commencer la journée orientée vers vous-même plutôt que vers ce que l'autre pense de vous. Je veux maintenant aborder quelque chose de délicat parce que je reçois souvent cette question sous des formulations diverses. Si je l'ignore, si je me rends moins disponible, est-ce qu'il va revenir? Réponse honnête, en deux parties. Première partie peut être. Certains hommes qui n'appréciaient pas ce qu'ils avaient le remarquent effectivement une fois que vous n'êtes plus là à combler le vide. C'est un fait psychologique réel. L'absence, quand elle est authentique et non calculée, peut provoquer une prise de conscience chez quelqu'un qui était en train de tenir pour acquis votre présence. Deuxième partie, et c'est là que ça devient intéressant, si votre unique motivation pour vous retirer est de le faire revenir, vous n'avez fondamentalement rien changé. Vous êtes toujours dans la même logique de dépendance, juste avec une tactique différente. Vous attendez toujours que sa réaction valide votre décision. Ce n'est pas l'autonomie émotionnelle. C'est la poursuite déguisée. La vraie question à se poser n'est pas est-ce que ça va le faire revenir, mais qu'est-ce que je veux, moi, indépendamment de ce qu'il fait. Si la réponse est je veux une relation vraie, réciproque, nourrissante avec quelqu'un qui me choisit activement,
alors l'énergie que vous dépensez à courir après quelqu'un qui ne court pas vers vous est, cliniquement parlant, de l'énergie mal investie. Et le temps, voilà quelque chose qu'on ne dit pas assez, le temps est votre ressource la plus précieuse. Pas l'argent, pas la beauté, pas les diplômes, le temps. Chaque année passée dans une attente qui ne mène nulle part est une année non vécue de façon pleine. Je ne dis pas ça pour culpabiliser. Je le dis pour activer quelque chose d'urgent, parce que l'urgence saine est parfois le meilleur moteur du changement. Combien de temps encore êtes-vous prête à attendre que quelqu'un décide de vous voir vraiment? Voilà une autre de mes convictions profondes. Le détachement sain n'est pas du désamour. C'est peut être l'une des confusions les plus coûteuses que je rencontre dans mon travail. Beaucoup de femmes croient que s'attacher moins à l'issue d'une relation, être moins anxieuse de la réaction de l'autre, moins dépendante de son humeur, c'est aimer moins, que si elles lâchent, elles se retrouveront seules, abandonnées de leur propre amour. C'est exactement l'inverse. Le détachement sain, ce que les bouddhistes appellent le non-attachement, et que j'applique moi de façon très laïque dans ma pratique clinique, c'est la capacité à aimer sans se noyer, à vouloir que ça marche sans en avoir besoin pour respirer, à être pleinement présente dans une relation sans avoir dissous votre identité dedans. Quand vous aimez de cette façon, vous aimez différemment, vous aimez avec plus de liberté. Vous choisissez l'autre chaque jour, non pas parce que vous avez peur de le perdre, mais parce qu'il vous apporte vraiment quelque chose. Et vous lui permettez de vous choisir librement, non pas parce qu'il est piégé par votre besoin, mais parce qu'il veut vraiment être là. Cet amour-là, libre, choisi, non nécessitant, est infiniment plus solide et plus beau que l'amour anxieux. Et chose remarquable, il dure. Là où l'amour de fusion obsessionnelle se consume souvent en quelques années, l'amour rationnel et sécure peut traverser des décennies entières en continuant à grandir. Marie-Claire, 63 ans, m'a dit lors d'une de nos dernières séances: « J'ai eu 2 types d'amour dans ma vie. Le premier, avec mon ex-mari, était une addiction. Je vivais pour lui, par lui, à travers lui. Quand c'est fini, j'ai cru mourir. Le second, avec mon compagnon actuel, c'est autre chose. Quand il n'est pas là, je vis ma vie. Quand il est là, c'est un bonheur supplémentaire, pas le seul bonheur possible. C'est moins intense au sens de la fièvre, mais c'est infiniment plus solide, plus joyeux, plus vrai. Je n'aurais pas pu le formuler mieux. La différence entre la fièvre et la chaleur. La fièvre est spectaculaire et épuisante. La chaleur, elle, nourrit. Venons-en maintenant à quelque chose de concret. Parce que les grandes idées ne changent rien si elles ne se traduisent pas en gestes du quotidien. Voici donc 5 directions que je donne régulièrement en consultation. Pas 5 étapes dans l'ordre, pas un programme à suivre. 5 dimensions à développer en parallèle à votre rythme, avec votre vie. La première, c'est le retour au corps. Les émotions non traitées s'enquistent dans le corps. L'anxiété relationnelle, la dépendance affective, la peur de l'abandon, tout ça se loge dans les épaules crispées, dans la respiration haute et courte, dans le ventre contracté. Une pratique régulière de reconnexion corporelle yoga, marche en pleine conscience, danse, natation, peu importe, ce qui vous parle n'est pas un luxe, c'est une thérapie. Et elle change le signal que vous émettez aux autres parce qu'elle change votre rapport à vous-même dans votre propre corps. La deuxième, c'est la reconquête de vos propres désirs. Non pas de qui vous désirez, mais de ce dont vous avez envie pour votre vie. Quels projets, quels apprentissages, quel plaisir abandonné, quels rêves que vous avez mis en veille parce que ce n'est pas raisonnable ou parce que vous attendiez que quelqu'un vienne les partager avec vous, ne les attendez plus, commencez les seuls. Et vous verrez que les gens qu'ils attirent valent bien souvent ceux que vous attendiez. La troisième direction, c'est l'entourage. Regardez votre cercle social. Êtes-vous entouré de personnes qui vous élèvent, qui vous challengent, qui vous voient vraiment? Ou d'un réseau de personnes avec qui vous parlez essentiellement de vos relations amoureuses en boucle, une chambre d'écho de votre propre anxiété?
Investir dans des amitiés profondes, dans des liens communautaires, dans des relations intellectuellement nourrissantes, tout cela participe à construire cette vie pleine et vivante dont je parlais plus tôt. La quatrième, c'est l'exposition au confort de votre propre compagnie. Beaucoup de personnes fuient la solitude parce qu'elles confondent être seules et se sentir abandonnées. Or, la solitude choisie est un espace de renforcement de soi. Apprenez à dîner seul au restaurant sans téléphone, à partir en week-end seul, à passer une soirée chez vous sans avoir besoin de remplir chaque silence. La capacité à être bien seul est, paradoxalement, l'une des qualités les plus attractives qu'une personne puisse développer. La cinquième direction, et je la garde pour la fin parce qu'elle est la plus profonde, c'est le travail sur la croyance centrale. Toutes ces stratégies, tous ces exercices, toutes ces prises de conscience ne font qu'effleurer la surface si, au fond, vous êtes habité par la conviction que vous ne méritez pas vraiment d'être aimé pleinement, que vous êtes trop quelque chose ou pas assez autre chose, que l'amour inconditionnel n'existe pas pour vous. Complétez mentalement ou sur papier ces phrases: en amour, je ne mérite pas, les hommes finissent toujours par. Quand quelqu'un m'aime vraiment, ça veut dire que si je montre vraiment qui je suis, l'autre va. Vos réponses spontanées, les premières, avant la censure, sont vos croyances de fond. Elles gouvernent votre comportement relationnel à votre insu. Les identifier ne les efface pas, mais c'est le premier geste indispensable pour cesser d'en être la marionnette. Je veux prendre un moment pour parler spécifiquement de quelque chose qui revient constamment dans mon cabinet, la fascination pour les hommes émotionnellement indisponibles. Pourquoi certaines femmes sont-elles attirées de façon répétée par des hommes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas leur donner ce qu'elles cherchent? La réponse courte est que la familiarité inconsciente prime souvent sur la logique. Si votre référence de ce à quoi ressemble l'amour a été un parent distant, ambigu ou imprévisible, alors quelqu'un de pleinement disponible émotionnellement peut paraître au mieux ennuyeux, au pire suspect. Trop gentil, ce jugement terrible est souvent la traduction d'une incompatibilité avec le schéma interne, pas d'une réalité objective sur la qualité de la personne en face. C'est votre système nerveux qui dit ce n'est pas ce à quoi j'ai été habitué, ça ne me semble pas réel. La bonne nouvelle, toujours la même, c'est que ces associations peuvent être révisées, mais ça demande de la vigilance. Ça demande d'être prête à se laisser séduire par quelqu'un de disponible, même si cette disponibilité semble trop facile. De résister à l'ennui initial et d'aller voir si, sous cette impression de facilité apparente, il y a quelque chose de profond et de vrai. Un homme disponible n'est pas un homme fade. C'est un homme qui n'a pas besoin de vous garder à distance pour se sentir puissant. C'est un homme assez sécure dans son propre être pour se montrer. Et la présence pleine, l'exposition authentique, c'est une forme de courage que je trouve extraordinairement attractive, bien plus que la stratégie du chaud-froid. Demandez-vous, quand vous avez rencontré quelqu'un de vraiment bien pour vous disponible, clair, intéressé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Du calme, peu, être? Et est-ce que ce calme vous a semblé trop peu par rapport à la fièvre habituelle? Si oui, alors vous avez le nœud exact de votre travail à venir. Ce calme n'est pas l'absence d'amour, c'est l'amour sécure. Et il se cultive, se développe et devient, avec le temps, infiniment plus riche que la fièvre qui, elle, finit toujours par consumer. Permettez-moi de faire un exercice de projection, quelque chose que j'utilise souvent en thérapie pour aider les personnes à se connecter à leur choix présent par le biais de leur futur imaginé. Imaginez-vous dans 10 ans. Imaginez deux versions de vous-même. Dans la première version, vous avez passé ces 10 ans à courir après des attentions, courir après des confirmations, courir après des hommes qui vous tenaient à distance. Vous avez quelques souvenirs intenses et beaucoup de cicatrices.
Votre vie propre, vos projets, vos amitiés, votre corps, vos passions est un peu en retrait, un peu en attente. Vous portez une légère fatigue que vous appelez parfois sagesse. Dans la deuxième version, vous avez passé ces 10 ans à construire. Pas seul nécessairement, peut être que vous avez trouvé quelqu'un, peut être pas, mais à construire votre vie propre comme un édifice qui a de la beauté et du sens. Vous avez osé certaines choses, renoncé à d'autres avec lucidité. Vous vous êtes trompé, parfois la vie sans erreur n'existe pas, mais vous vous êtes appartenu. Laquelle de ces femmes voulez-vous être? C'est pas une question rhétorique. C'est la question qui, si vous la laissez vous habiter vraiment, peut changer la direction que vous prenez dès aujourd'hui. La plus belle lettre que j'ai jamais reçue d'une ancienne patiente Élisabeth, qui avait alors 67 ans, commençait ainsi: Christophe, j'ai 67 ans et je suis amoureuse de ma propre vie pour la première fois. Pas parce que tout est parfait, mais parce que j'ai enfin arrêté de la vivre pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vous, mais moi, cette phrase me donne encore des frissons chaque fois que je la relis. Ce que je viens de vous décrire, ces deux femmes, ces deux trajectoires, n'est pas un scénario abstrait. Je l'ai observé concrètement des centaines de fois dans mon cabinet. Et ce que j'ai appris, c'est que le basculement d'une trajectoire à l'autre ne se produit jamais de façon spectaculaire. Il ne ressemble pas à une révélation foudroyante. Il ressemble plutôt à une série de petites décisions prises dans l'ombre, souvent sans public, souvent sans validation extérieure, des décisions que vous prenez pour vous-même parce que vous avez décidé que vous en valiez la peine. Permettez-moi de vous parler de quelque chose que j'observe chez les femmes qui réussissent cette transition, quelque chose que j'appelle la tolérance à l'inconfort de la liberté. Parce que voilà ce que personne ne vous dit, quand vous commencez réellement à vous appartenir, à vous détacher des attentes de l'autre, à cesser de courir, les premières semaines sont souvent très inconfortables. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, précisément parce que vous faites quelque chose de juste. Votre système nerveux est habitué à l'anxiété de la poursuite. Il est habitué à la tension du manque, à l'adrénaline de l'attente. Quand vous sortez de ce mode, il y a d'abord un vide, un silence intérieur inhabituel. Et ce silence peut être interprété à tort comme de la tristesse, de l'indifférence ou même de la dépression. Ce n'est pas ça. C'est le calme après la tempête. Et le calme, pour quelqu'un qui a vécu longtemps dans la tempête, peut sembler étrange, voire menaçant. Tenez bon pendant cette phase, elle passe, et ce qu'elle laisse derrière elle, c'est quelque chose d'infiniment plus précieux que l'agitation d'avant, une forme de paix intérieure qui ne dépend pas des humeurs de quelqu'un d'autre. Une stabilité qui vient de vous, et à partir de cette stabilité, vous pouvez construire absolument n'importe quoi. Karine avait 58 ans quand elle est venue me voir. Divorcée depuis 8 ans, elle avait eu depuis plusieurs relations courtes, toujours avec le même profil d'homme, charmant au début, distant ensuite, finalement absent. Après notre travail ensemble, elle a décrit quelque chose que j'utilise maintenant dans presque toutes mes consultations. Elle m'a dit: je crois que j'avais peur du vide. Pas de lui, pas de la solitude au sens banal, j'avais peur de ce que j'allais trouver si je cessais de courir, et ce que j'ai trouvé en m'arrêtant, c'est moi-même. Ce n'était pas si effrayant. Voilà ce qui attend de l'autre côté de la course, pas la solitude, vous-même. Il y a quelque chose d'autre dont je dois vous parler, parce que l'esquiver serait vous rendre un mauvais service. C'est la question du deuil. Parce que quand vous décidez de cesser de poursuivre quelqu'un, quand vous décidez de lâcher une relation qui ne vous nourrit plus, il y a un deuil à faire, un vrai deuil, pas une simple déception. Et ce deuil mérite d'être traversé, pas contourné. Nous vivons dans une culture qui valorise le rebond. On nous dit de passer à autre chose, de regarder vers l'avant, d'éviter de s'apitoyer. Et je comprends l'intention derrière ces conseils.
Mais cliniquement, un deuil escamoté est un deuil qui revient plus tard sous d'autres formes, irritabilité, patterns répétitifs, incapacité à faire confiance, corps contracté. Le deuil d'une relation, c'est le deuil d'une version de votre avenir imaginé. Vous aviez projeté quelque chose avec cette personne. Vous aviez imaginé des voyages, des conversations, une certaine forme de vie partagée. Quand la relation prend fin, ou quand vous décidez enfin de ne plus y investir d'espoir, c'est cet avenir imaginé qui disparaît. Et ça fait mal, même quand on sait intellectuellement que c'est la bonne décision. Accordez-vous ce deuil. Pleurez si vous en avez besoin. Parlez-en. Écrivez. Bougez votre corps pour libérer ce qui est coincé dedans, mais traversez-le plutôt que de le fuir. Un deuil bien traversé vous laisse plus libre, plus légère, plus disponible à ce qui vient ensuite. Un deuil fui vous laisse avec une dette émotionnelle que vous paierez dans la prochaine relation. Et il y a quelque chose de beau dans le deuil aussi, même si ça semble paradoxal. Le fait de pouvoir vraiment pleurer quelque chose, c'est la preuve que vous avez vraiment aimé. Pas de façon compulsive ou anxieuse, vraiment. Et cette capacité à aimer vraiment, même si ça fait mal, quand ça se termine, c'est l'une de vos plus grandes richesses. Ne la confondez pas avec une faiblesse. Parlons maintenant de ce qui se passe avec l'autre quand vous changez, parce que les changements que vous opérez en vous-même ne restent jamais sans effet sur la dynamique relationnelle. Quand vous commencez à vous appartenir davantage, à fixer des limites, à vous investir moins frénétiquement, deux types de réactions sont possibles chez l'autre. Le premier type, l'autre s'adapte positivement. Il remarque quelque chose de différent dans votre façon d'être, votre calme, votre solidité nouvelle. Et si cet homme est lui-même capable d'une certaine profondeur, si son indisponibilité était situationnelle plutôt que constitutive de sa personnalité, il peut se rapprocher, non pas parce que vous avez joué, mais parce que vous avez changé de signal, vous émettez maintenant quelque chose de plus sécure, de plus solide, et ça peut effectivement créer un espace nouveau dans la relation. Le deuxième type de réaction est plus difficile à entendre, mais il est tout aussi important, l'autre s'éloigne ou devient confus, déstabilisé. Parce que votre transformation perturbe un équilibre, même un équilibre dysfonctionnel auquel il s'était habitué. Certains hommes ont besoin de votre dépendance pour se sentir importants. Certains ont besoin de la symétrie pour maintenir une forme de contrôle. Et quand vous cessez de jouer ce rôle, ils ne savent plus exactement où ils en sont. Si cet homme s'éloigne parce que vous avez cessé d'être anxieuse et disponible à tout prix, comprenez ce que ça signifie. Ça signifie que ce qui l'attirait n'était pas vous vraiment, c'était votre besoin de lui. Et un amour fondé sur votre besoin de lui n'est pas un amour qui vous respecte. Ce n'est pas agréable à entendre. Mais c'est libérateur, parce que ça vous permet de savoir exactement ce à quoi vous avez affaire. Voici maintenant quelque chose que j'appelle l'art de l'évaluation lucide. Une des choses les plus importantes que vous puissiez faire quand vous entrez dans une nouvelle relation ou quand vous essayez d'évaluer une relation existante, c'est d'observer les comportements plutôt que les déclarations. Les mots sont faciles, extravagants même. J'ai rencontré des hommes qui pouvaient formuler leurs sentiments avec une éloquence remarquable, qui parlaient de profondeur, de connexion, de projets communs, et dont les actes disaient exactement le contraire. Absence lors des moments importants. Indisponibilité répétée. Promesses non tenues. Effort minimal pour construire quelque chose de réel. Les actes sont le langage véritable d'une personne. Pas les intentions déclarées, pas les excuses expliquées. Ce que quelqu'un fait régulièrement, dans la durée, avec constance, voilà ce qu'il est vraiment en matière relationnelle. Alors j'ai une consigne très simple pour vous, et elle est tierce de tout romantisme mais infiniment pratique. Regardez les actes sur 3 à 6 mois. Une gentillesse ponctuelle n'est pas un pattern. Un effort en période de crise n'est pas une habitude.
ce qui se répète, ce qui tient dans le temps, ce qui est cohérent quand la pression est retombée, voilà la réalité. Et si les actes que vous observez sur la durée ne correspondent pas à ce que vous avez besoin pour vous sentir vu, respecté et choisi, croyez ce que vous voyez, pas ce que vous espérez. Florence, 50 ans, architecte, avait mis 4 ans à admettre que les actes de son compagnon lui disaient quelque chose de fondamentalement différent de ses mots. Chaque fois qu'elle était prête à partir, il faisait un geste magnifique, un voyage surprise, une déclaration émue, et elle restait, et puis les semaines passaient et le pattern reprenait. Quand Florence a finalement appliqué cette règle des actes sur la durée, le tableau est devenu impossible à nier. Elle est partie et elle me dit aujourd'hui, 2 ans après, que c'est la décision la plus courageuse et la plus libératrice de sa vie. J'aimerais terminer ce voyage par quelque chose que je ressens comme fondamental et que j'aurais être dû dire plus tôt ou était-ce mieux de le garder pour la fin, une fois que vous avez traversé tout le reste avec moi. L'amour sain, le vrai amour rationnel dont je parle, n'est pas une récompense que vous obtenez en vous transformant parfaitement. Ce n'est pas le résultat d'une performance, ce n'est pas quelque chose que vous méritez. Seulement si vous avez fait suffisamment de travail intérieur, si vous avez lu suffisamment de livres, si vous avez réglé tous vos traumas, l'amour sain est quelque chose que vous pouvez commencer à vivre dès maintenant, exactement là où vous en êtes, avec les blessures que vous portez encore, avec les peurs que vous n'avez pas encore toutes surmontées. Il commence dans la façon dont vous vous parlez ce soir avant de dormir, dans la façon dont vous répondez à vos propres besoins demain matin, dans la façon dont vous décidez aujourd'hui que vous valez la peine d'être bien traité par vous-même d'abord et par les autres ensuite. Je ne vous demande pas d'être parfaite, je vous demande d'être honnête. Honnête sur ce que vous voulez, sur ce que vous tolérez, sur ce qui vous fait du bien et ce qui vous abîme. C'est tout. Cette honnêteté-là, exercée régulièrement avec patience et sans violence envers vous-même, est le fondement de tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Vous savez, en 30 ans de pratique, j'ai vu des personnes changer profondément à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. L'âge n'est pas une barrière au changement intérieur. Ce qui peut être une barrière, c'est la conviction que le changement n'est plus possible. Et cette conviction-là, je refuse de la partager avec vous. Parce que les données cliniques et humaines que j'ai accumulées pendant 3 décennies me disent le contraire avec une constance remarquable. Vous pouvez changer la façon dont vous vous aimez, vous pouvez changer le type de relation que vous choisissez et que vous acceptez. Vous pouvez apprendre à attirer quelque chose de meilleur, non pas par magie, mais par la transformation authentique de votre rapport à vous-même. Et cette transformation, quand elle advient, est l'une des choses les plus belles que j'ai le privilège d'accompagner dans mon travail. Alors aujourd'hui, je veux que vous gardiez une seule chose de tout ce que nous avons traversé. Une seule, si vous ne devez en retenir qu'une, arrêtez de courir. Pas pour lui, pour vous. Faites un pas de côté, respirez, regardez ce qu'il y a dans votre vie quand vous cessez de vous concentrer sur ce qui manque et construisez à partir de là. Terminons avec une vérité que je veux vous dire clairement, sans détour. Vous méritez un amour où vous n'avez pas à deviner si vous êtes désiré, où les doutes habituels de la vie n'envahissent pas votre quotidien parce que quelqu'un est clairement là. Vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même avec vos forces, vos fragilités, votre humour, vos mauvais jours et vos grandes joies, sans avoir à vous amoindrir pour ne pas dépasser l'autre. Vous méritez quelqu'un qui vous cherche, pas quelqu'un que vous cherchez. Et pour que cet amour arrive ou pour qu'il reste, si vous l'avez déjà, il n'y a qu'un chemin, devenir quelqu'un que vous aimez suffisamment pour ne plus accepter moins que ça. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. Et la dignité, en amour, est le fondement de tout. Voilà, nous avons traversé beaucoup de terrain ensemble aujourd'hui. Nous avons parlé d'attachement anxieux, de biais cognitifs, de neuroplasticité, de dopamine et de dynamique relationnelle, mais surtout, nous avons parlé de vous.
de la femme que vous êtes, de la femme que vous pouvez choisir d'être. Le rôle de la thérapie, le rôle de tout ce que je partage avec vous n'est pas de vous donner des réponses toutes faites sur comment être aimé, c'est de vous aider à comprendre les mécanismes pour que vous puissiez prendre vos décisions avec les yeux ouverts, pas ceux de la peur, pas ceux du passé. Les vôtres, aujourd'hui, maintenant, le défi que je vous lance cette semaine, une seule chose, parce que une seule chose bien faite vaut 10 choses abandonnées au milieu, c'est ceci. Identifiez une relation ou une dynamique dans votre vie où vous êtes en mode poursuite. Et faites un pas de côté, pas pour punir l'autre, pour vous retrouver vous-même. Réinvestissez cette énergie dans quelque chose qui vous appartient complètement. Un projet, une amie, votre corps, votre curiosité. Observez ce qui se passe, en vous d'abord, et autour de vous ensuite. Et si ce sujet vous a touché, si quelque chose, une phrase, une histoire, un concept a résonné, partagez cette vidéo avec une amie qui en a besoin. Vous savez laquelle, celle à qui vous avez pensé à un moment ou à un autre pendant que vous regardiez ça. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce chemin avec moi. Et dites-moi dans les commentaires quelle partie de cette conversation vous a le plus marqué ou ce que vous avez décidé de faire différemment à partir d'aujourd'hui. Je lis tout, je réponds quand je peux. Jusqu'alors, prenez soin de vous. Vraiment. Pas de façon cosmétique. Profondément. Christophe André.